Oh, doucement, tu vas nous faire chuter là. Bon, passe parce que lui, il va te faire un croche-patte. On a un gros chien qui est malheureusement attaché en ce moment parce qu'il s'est blessé à la patte dans sa mission de protection du troupeau. En fait, il faut savoir une chose, c'est que le sanglier d'Eurasie, donc l'ancêtre du cochon, qui vit dans la France entière, qui fait souvent parler de lui, parce qu'ils sont assez nombreux en ce moment, le sanglier est un prédateur potentiel des jeunes mammifères. Un agneau nouveau-né, c'est une proie potentielle pour le sanglier. Donc un sanglier qui s'approche du troupeau à la saison de la mise-bas, ça alerte les chiens. Ils savent que le sanglier, c'est un omnivore opportuniste qui est capable de manger un faon ou un agneau. Et du coup, Okuru est allé au contact avec un gros sanglier. Il y a eu une bagarre entre eux, parce que c'est un chien qui n'hésite pas à aller au corps à corps. Et il a eu quand même, c'est le revers de la médaille, il a eu une blessure à la patte. Et ça fait 1 an. Et du coup, la cicatrisation est lente, parce que ces chiens-là, tu peux pas leur dire, écoute, t'as un pansement, prends ton mal en patience et tu guériras. Ça, c'est des chiens de guerre. Ils s'envoient un coup de langue, ils s'arrachent les poings. D'un coup de dent, ils s'enlèvent même un pansement au Kevlar. Enfin, c'est vraiment très compliqué à soigner. Dans des pays un peu plus rustiques que nous, ils diraient, écoutez, il faut laisser le chien faire et on verra s'il guérit ou pas. Sauf que nous, ici, on a une génétique importante à travers ce chien et on souhaite le faire guérir. Alors c'est un podcast, on voit pas, mais je vais quand même décrire le tank dont tu parles. Il s'agit d'un chien qui m'arrive quasiment à la taille, qui fait 70 kilos, qui s'appelle Okuru, qui a un nom que tu as ramené du Kenya, qui signifie protecteur, grosso modo, si j'ai bien compris, en Swahili ou quelque chose comme ça. Oui. C'est un chien qui est énorme. C'est un Kangal, c'est-à-dire c'est un berger anatolien, qui est une autre de ces races anciennes dont on parlera en temps voulu avec toi. Et c'est ce chien qui est blessé, effectivement, qui a été blessé par une défense de sanglier mâle, sans doute. Ouais. C'est de ça dont tu parles. Ouais, il a eu carrément un fragment d'os manifestement dans la patte. Il a fallu l'extraire, ça avait formé un kyste. Du coup, derrière, il y a eu une opération. Alors, c'est un chien, il a pas de douleur, il vit très bien avec ça. Mais quand il va voir cette blessure, il va systématiquement la lécher, donc l'humidifier. Elle a du mal à cicatriser. En fait, ces races de chiens, ils déconcertent un peu nos vétérinaires parce que c'est pas vraiment un chien. C'est une sorte de chaînon manquant entre le loup, le chien, et il y a peut-être un peu d'ours là-dedans. Je dis pas génétiquement, mais dans le comportement, on a vraiment un chien qui parfois connaît assez peu la peur, et du coup ça peut l'exposer à des risques. On reparlera du chien de protection évidemment. Donc là on a notre kit pour les volières, qui sont des volières qu'on va d'ailleurs ouvrir pour que les animaux prennent l'air. Et là je rajoute cette pincée d'oligo-éléments, ça c'est pour mes petits poussins. Puis j'en mets un petit peu aux autres parce que ça fait pas de mal d'avoir un petit booster. Parce que l'été, c'est une saison de stress aussi. On parle beaucoup de l'hiver, il fait froid, on a froid, c'est difficile. Mais en fait, l'été, c'est compliqué aussi. Les végétaux ont tous périclité. En fait, on a un aspect un peu grillé du paysage parce que on est en stress hydrique, on manque d'eau. C'est une problématique très actuelle et nationale, voire internationale. On a des animaux qui sont stressés par les fortes chaleurs, l'augmentation de la moyenne thermique. Et donc, du coup, on doit les aider à passer cette période qui est quand même assez critique. Je conserve ça. Donc là, j'éteins l'électricité. C'est un geste du matin pour pas se prendre le jus. Mais il faut savoir qu'ici, l'électricité, c'est vraiment un partenaire important. Quand tu dis électricité, c'est les clôtures électriques. Oui, c'est les clôtures électriques. On a évidemment des prédateurs qui se rapprochent de nos animaux, en particulier la nuit, puisque c'est le moment où les hommes se reposent. Les chiens aussi, quelque part, puisque le troupeau s'apaise et s'endort. Donc les chiens sont peut-être, en tout cas, collés au troupeau la nuit. Et en l'occurrence, le renard va profiter du fait que les chiens soient dans un secteur de la propriété pour venir s'attaquer à des animaux qui sont moins protégés à ce moment-là. Et ça, c'est souvent au cœur de la nuit. On le sait grâce aux pièges vidéo que moi je positionne à droite à gauche. Mais le renard, la genette, les mustélidés vont essayer dans la nuit d'attraper des proies. Et évidemment, l'animal domestique, c'est une proie plus facile que l'animal sauvage. Donc on a un rapprochement physique de ces prédateurs. Tout ça, ça vient aussi de notre volonté d'avoir conservé des corridors biologiques avec les haies, qui sont très connus. Ici, on a des haies vraiment majeures, énormes par rapport à ce que peut-être certains s'imaginent. Donc c'est des haies quasiment forestières, des futaies, mais qui sont vraiment des voies d'accès pour les prédateurs. En gros, ils peuvent se déplacer à couvert et ils arrivent quasiment jusqu'à l'élevage. Et ça, évidemment, c'est un avantage pour la biodiversité sauvage, voire domestique comme les gauloises que je vois picorer derrière la haie. Mais c'est aussi une voie d'accès pour la menace du prédateur. Nous, on veut bien sûr pas éradiquer le prédateur, mais on veut s'en prémunir. Donc, la clôture électrique, c'est quand même quelque chose que les prédateurs n'aiment pas. On va enjamber la clôture, tout simplement.
J'avoue qu'elle est forte. C'est une clôture dite pour sanglier récalcitrant ou pour taureau. Donc c'est vraiment, on a pris les ampérages les plus forts. Ça envoie des chocs électriques assez puissants pour que le prédateur, s'il prend un jour le jus, ils reviennent pas. Voilà, c'est l'effet Pavlov. Effectivement, on va avoir ensuite un réflexe d'évitement. On sait qu'il y a quelques mammifères qui savent anticiper la fréquence et passer entre deux coups de jus, comme le loup dans certaines régions. En l'occurrence, pour l'instant, on n'a pas eu de tentative du renard d'outrepasser cette barrière électrique. Ok, donc là, je décris pendant que tu poses le grain. Il y a 2 grandes volières. À ma gauche, il y a un magnifique couple de grues couronnées. Tu m'as expliqué hier que... Allez, on va se faire une petite parenthèse sur cette magnifique et incroyable grue. Alors pour le coup, c'est encore un oiseau d'agrément. Hein. C'est un des plus beaux oiseaux du monde. Avec son espèce de petite houppette dorée sur la tête. Grue couronnée. En gros, tu m'as dit qu'elles viennent d'Afrique et qu'elles ont changé de nom récemment. Il y en a une à l'est, une espèce à l'est, une espèce à l'ouest. Comment ça se passe ? Alors d'abord, faut commencer par la raison d'être de ces oiseaux ici. L'élevage conservatoire, ça peut concerner les races anciennes très menacées, mais ça peut aussi concerner des espèces sauvages menacées. Et en gros, depuis longtemps, moi je suis passionné par la faune sauvage et une façon de militer pour sa conservation, c'est évidemment la protection in situ, mais c'est aussi la conservation ex situ, c'est-à-dire l'élevage en captivité d'individus qui vont, à travers leur descendance, pouvoir faire l'objet de programmes de réintroduction éventuels. Et en l'occurrence, celle qu'on appelle aujourd'hui la grue royale, qui a avant été appelée grue couronnée à cou gris. Cette grue royale d'Afrique de l'Est, elle est menacée dans son milieu naturel, elle est considérée comme en danger par l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature, et donc on a un couple non consanguin qui est pucé, qui est sexé par ADN, etc., qui va faire l'objet, on l'espère, d'une reproduction à partir de l'année prochaine, puisqu'ils vont atteindre leurs 4 ans, et donc il est probable que dans leurs descendants, certaines rejoignent un programme de réintroduction de la grue royale en Afrique de l'Est. C'est quels pays qui sont concernés, Afrique de l'Est ? Alors là, le pays qui porte un programme de conservation et de relâché, de renforcement de population, c'est l'Ouganda. Mais moi, j'ai observé ces grues royales en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie, voilà. Ces pays du Rift. C'est tous ces pays célèbres pour la savane, les lions, les gnous. Oui, tout à fait. C'est un peu l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai toujours été attaché aux vivants libres et sauvages, mais si je peux contribuer à ma façon, à travers ma passion et aussi mes connaissances en termes d'élevage, à préserver une espèce de cette façon-là, je le fais. Alors c'est un peu plus anecdotique pour moi que tout le cheptel d'animaux domestiques qu'on a, mais en fait je me suis rendu compte que c'était aussi important de savoir coexister avec l'animal sauvage, même parfois imprégné, même ce qui n'est pas idéal, hein, mais qui permet d'avoir une lecture de la palette comportementale de ces animaux qu'honnêtement on n'observe plus avec une telle proximité depuis longtemps. Et pour tout dire, comme je prépare un film sur le casoar, qui est un oiseau géant de la jungle de Papouasie, très sincèrement, Mansa Moussa, ici présent, mon mâle, qui a un caractère un peu impétueux, m'apprend pas mal de choses sur le comportement de l'oiseau face à l'homme, les postures d'intimidation, les postures d'apaisement. Donc on a développé un langage commun, on va le libérer là, et on va voir tout de suite que... On a une forme de langage et on arrive à communiquer à notre façon. Et ça m'a aidé à anticiper la rencontre avec d'autres oiseaux géants qui ont pu être l'autruche, le nandou ou le casoar prochainement. Ouais. Il me semble que le casoar, c'est le 3e plus gros oiseau du monde, hein, après l'autruche et peut-être l'émeu. En poids, je dirais que c'est le 2e. Et puis on s'est rendu compte que les mâles pouvaient atteindre, les femelles aussi d'ailleurs, près d'1m80, 80 kg. Donc ça reste un très gros oiseau. Tiens, regarde là-bas. Est-ce que tu vois la petite souris qui est en train de s'approcher de la mangeoire ? Regarde la gamelle là-bas et regarde à droite. Hop. Ah ouais. Ouais, effectivement. Si on coexiste avec le sauvage, hein, un sauvage commensal qui vient profiter des graines qu'on distribue aux oiseaux, on peut pas éviter que les moineaux, les souris, parfois une citelle, se rapprochent des mangeoires et puissent y prélever quelques graines. Ils sont tolérés ici. Alors, là j'ouvre l'eau pour les grues, histoire d'activer ma petite rivière. Ça c'est une plume de grue, c'est un cadeau. C'est une porte un peu en biais. En fait, ils n'ont pas du tout fini ce qu'ils avaient déjà eu la veille. Mais ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je renouvelle quand même la majorité des graines. Et du coup, je fais une petite distribution à la volée autour des volières pour les oiseaux qui sont en liberté. Et ensuite, je regarnis les mangeoires avec un grain frais et sec. Il y a un petit poulet qui s'est fait piéger et qui est rentré dans la volière par accident, je pense.
C'est évident qu'un élevage, ça attire les oiseaux sauvages. On a des tourterelles, le pigeon ramier, le jet des chênes, la citelle torche-peau, les pinsons des arbres. Là, on entend les moineaux domestiques. Et on a le chardonneret aussi, qui est élégant, qui est un hôte très commun. Et évidemment, quand l'homme, depuis la nuit des temps, depuis environ 10 000 ans, voire plus, entretient des animaux à ses côtés, qui sont devenus domestiques, eh bien évidemment, il y a tout un cortège d'espèces opportunistes qui deviennent commensales, c'est-à-dire qui viennent profiter du nourrissement de ces animaux par nos soins pour optimiser leur survie. Sans nous nuire, évidemment. Ouais, c'est marrant. Alors, non seulement il y a un ado qui est rentré, et il y a l'autre problème dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a un poussin qui est sorti et qui cherche à re-rentrer là. Tu le vois ? Je le vois. En fait, il passe en haut et il sort. Enfin, tu vois, il est rentré par un trou de souris, comme dit l'autre. Voilà, il y a des animaux sauvages qu'on peut tolérer au contact de nos animaux domestiques. Il y en a d'autres qui peuvent être plus problématiques, on est d'accord. Donc l'idée, c'est quand même, plus on a d'espace, plus on respecte les besoins de l'animal, moins il y a de problèmes à cette interaction sauvage-domestique. Par contre, en lieu de promiscuité ou de surproximité entre animaux, comme l'élevage industriel, l'animal domestique peut importer des germes qui peuvent devenir extrêmement problématiques, voire muter et être transmissibles à l'homme. Mais ici, c'est pas le cas. On peut dire ici, quand on a un animal qui tombe malade, en général, il meurt de sa mort naturelle et à l'écart des hommes, comme un animal sauvage. Quelqu'un disait les oiseaux se cachent pour mourir. C'est exactement ça. C'est très rare de retrouver une gauloise morte. Elle se cache, elle s'isole, probablement pour ne pas mettre en danger sa communauté, parce qu'un corps mort attire inévitablement des prédateurs, des charognards, et donc du coup elle va préférer mourir loin des siens, un peu comme le font les éléphants aussi. Cette gauloise, elle est très importante pour moi parce que il faut savoir qu'un élevage, c'est pas en vase clos. Ça doit communiquer avec d'autres élevages. Si on s'intéresse vraiment à la survie de la gauloise et à sa conservation, il faut évidemment bien connaître ses lignées génétiques, mais aussi régulièrement brasser cette génétique, c'est-à-dire aller chercher d'autres individus qui sont pas liés aux miens. Cette poule, elle vient d'un élevage près de Châteauroux. C'est un jeune qui élève aussi des gauloises. On s'est retrouvé sur un parking à Bordeaux pour faire un échange de poules et on s'est échangé un coq et deux poules. Donc lui m'a donné un coq et deux poules et moi également. Et du coup, on a échangé comme ça des sujets et ça lui permet d'avoir un nouveau sang et également moi d'intégrer une nouvelle génétique. Donc les poussins qui sont là, ils sont très importants pour l'avenir de la race. Ils sont d'une génétique neuve. En tout cas, leurs ancêtres ne se sont pas croisés depuis très longtemps. Et donc, on a des poussins qui seront très important pour l'avenir. Donc pendant que tu verses tes graines, cette gauloise-là, elle s'appelle comment ? Moi je l'appelle la rouge parce qu'elle a une bague rouge. Ok, donc c'est celle que tu as échangée avec ce fameux collègue, ouais. Avec lequel de ces trois lascars de Melchior, Balthazar et Gaspard, elle a été elle a été fécondée. Alors il se trouve que là en ce moment tu vois tous les oiseaux dehors, mais pour contrôler justement qui s'accouple avec qui, j'ai toujours un parquet en volière en début de saison, c'est-à-dire à partir de février jusqu'à mai, une famille de gauloises, donc un coq et des poules que je choisis pour lui, vont être en volière, donc ne vont pas être en communication sexuelle avec leur partenaire d'extérieur, et donc je sais que les poussins seront bien sûr de ces parents-là. Et donc du coup, ces poussins-là, je connais leur père, mais le père, maintenant, je l'ai sorti de la volière et il revit sa vie de gauloise au grand air. Mais au moins, là, j'ai contrôlé la génétique de ces poussins. C'est ça l'élevage, c'est contrôler les géniteurs et les sélectionner. C'est exactement la définition de la domestication et de la sélection artificielle, qui s'oppose à la fameuse sélection naturelle. Donc le conjoint, j'allais dire, de la rouge, c'est Balthazar, Melchior ou Gaspard ? C'est Balthazar parce qu'il a une génétique très précieuse, il apporte de la masse, il apporte de la rusticité, c'est un coq qui va sur son âge d'or un petit peu, il a 5 ans, donc il sera derrière les prochaines années sur la pente descendante, et donc c'est les dernières années où je peux vraiment compter sur lui en géniteur. Balthazar, c'est celui qu'elle a, qu'on vient d'entendre. C'est Melchior, Balthazar est là-bas dans la lumière, tu vois. Donc en fait, ils ont un morphotype tous différents. Ce coq, il est venu avec la rouge, du coup il est né à Châteauroux, chez ce collègue éleveur, amateur, qui lui aussi est soucieux de sa génétique et a souhaité avoir des sujets nés ici. L'échange, ça fait partie de l'élevage depuis très longtemps. Autrefois, c'était même pas cordial, c'était vraiment hyper fonctionnel. Alors certes, ça entretenait des liens entre les vallées, les villages et les pays, comme on dit, mais c'était surtout pour dynamiser des lignées, conserver une génétique de grande qualité et surtout qui conservait les caractéristiques propres à la race.
Hop. Ça, c'est le cri de ralliement de la poule. Là, elle est excitée parce qu'elle sait que l'eau va attendrir la terre, qu'elle va pouvoir un petit peu gratter et éventuellement trouver un petit vermisseau pour ses poussins qui ont besoin de protéines. Et ça, c'est le petit cri de ralliement. Quand la poule fait ça, tu vois, elle est surprise que quelqu'un d'autre le fasse, elle dit à ses poussins, venez vite, il y a à manger. Et là, ils ont tous accouru. Et elle, c'est une poule qui a 1 an à peine, donc elle a une bague bleue de 2024, et elle est déjà une super maman, elle a fait 9 poussins sur 10 œufs, je veux dire, donc les taux de fécondation sont bons, et ces poussins, encore une fois, ils sont extrêmement précieux pour l'avenir de la race. Ils ont des parents qui sont pas du tout apparentés, du coup. Hop. Il y a quand même un petit commentaire à faire sur l'élevage amateur. Là, on a parlé d'un élevage entre passionnés. Donc, nous, ici, et cet éleveur, par exemple, de Châteauroux, mais il y en a plein d'autres, heureusement. Cela dit, l'élevage amateur se meurt aujourd'hui. Il y a beaucoup de contraintes à avoir des animaux, à les vendre, à les échanger. Tout ça est de plus en plus contrôlé parce qu'on est devenu un peu contrôle fric sur les risques sanitaires inhérents à l'animal domestique. On oublie que sans l'élevage amateur, de gens qui n'ont pas de visée économique quant à cet élevage, eh bien beaucoup de nos races anciennes auraient disparu. Pourquoi? Parce que l'élevage professionnel n'a plus d'intérêt à les élever. Eux, ils veulent des races aujourd'hui spécialisées. Les poules qui font 2 œufs par jour, qui font un poulet de 3 kilos en quelques semaines. Ça, c'est vraiment pas la visée de l'élevage rustique et fermier. Donc, il a fallu que ces amateurs, au fil des générations humaines, eh bien, perpétuent ces générations d'animaux vivants, les fassent se reproduire pour qu'aujourd'hui on puisse avoir la chance d'observer une gauloise. Et peut-être demain, quand l'élevage reviendra de son aspect industriel, qui est selon moi une impasse, reviendra à ses races anciennes quand il voudra durabiliser sa basse-cour et sa consommation. On va bientôt ouvrir les grues. Donc, les canards ils prennent leur bain. Viens avec moi, confronte-toi un peu au vivant. Donc, les grues, elles ont un côté très territorial, évidemment. Elles sont très curieuses. Elles vont venir à nous et elles peuvent parfois faire des petites démonstrations de force, écarter les ailes, envoyer un petit coup de bec, faire montre d'un peu de colère. En fait, c'est des oiseaux qui, dans la nature, sont territoriaux. Ils vont protéger ce qu'on appelle leurs ressources, leur territoire, leur nid, le lac ou la prairie sur laquelle ils s'alimentent. Et donc ici, ils reproduisent ce comportement. Donc leur volière, c'est leur ressource. C'est probablement ici qu'ils pondront leurs œufs. C'est ici qu'ils se nourrissent. C'est ici qu'ils dorment en sécurité. Donc elles nous aiment bien parce les grues, elles nous associent à l'alimentation au petit déjeuner du matin. Mais elles sont aussi un peu jalouses de leur précaré. Et comme on est un peu haut sur pattes, on a cette stature verticale qui est la leur. Eh bien, on est des concurrents potentiels quelque part. Et donc elles ont en elles cette dualité entre l'humain qui prend soin d'elles et l'humain qui pourrait être considéré comme un concurrent. Ça, c'est propre à l'animal sauvage en captivité. Donc, moi, je suis pas gardien de zoo, mais des gens qui savent bien lire le comportement en captivité d'animaux sauvages, évidemment, c'est pas ce qu'on préfère. C'est nécessaire, la conservation ex situ, quand l'animal est menacé dans la nature. Sinon, ça n'a pas trop lieu d'être. Donc là, je vais faire le tour des soucoupes, histoire de leur mettre un peu de grain. Pour tout dire, elles vont être libérées. Donc là, on va voir si elles mangent un petit peu. Et ensuite, on les libère parce que le propre de la grue, ici, c'est de réguler les grands insectes potentiellement ravageurs. Ici, on a beaucoup de végétaux. La grue, elle joue un rôle de prédateur des surpopulations d'insectes éventuelles. Allez, Mansa. Là, il est pas content. Il veut pas que je passe. Il va manger un petit peu. Mais il veut surtout me piquer la main. Alors là, il n'a pas tout à fait fait son rituel habituel. Normalement, lui, il reste d'un côté de la clôture et elle de l'autre. Et puis, il vient un petit peu m'engueuler à travers la clôture. Donc, tu vois, je vais reculer. Viens avec moi. Il va reculer, il va repasser. Parce que sinon, l'outil connu, c'est d'avoir un bâton à la main. Et ça, c'est sûr qu'ils les aiment pas du tout. Et donc, du coup, ben voilà, il faut. Alors, c'est pas des lions, mais un coup de bec dans l'œil, vu la forme en poignard, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc du coup, je vais faire le tour des soucoupes et en essayant d'éviter de trop près la proximité avec la grue, en particulier le mâle. Ok ?
Alors, ces deux grues royales, elles ont beaucoup de tiques, j'ai envie de dire, mais des tiques tout à fait naturelles. C'est-à-dire qu'elles gonflent leur plumage, elles ouvrent leurs ailes, et je vois que leurs rémiges sont coupées. Alors c'est pas des tiques, hein. C'est une palette comportementale que nous en tant que mammifères on comprend moins bien que eux entre oiseaux. La grue, elle a des moments de tension où ses joues vont rougir, où ses postures vont être plus vives, ses mouvements vont être plus vifs, et elle va avoir ça en alternance avec des phases beaucoup plus apaisées où elle va replier son cou en S, où elle va ébouriffer son plumage, où notamment elle va faire passer les plumes dorsales par-dessus l'aile. Tout ça, c'est des signaux d'apaisement. Moi, si je sens la grue tendue, je vais me mettre à marcher parallèlement à elle, en allant un petit peu dans la même direction et en grattant un petit peu le sol. C'est un peu ce que font les guides qui vont te faire découvrir les gorilles de montagne. Ils vont faire semblant de brouter des feuilles, ils vont faire des grognements d'apaisement. On fait pareil avec la grue. On va faire ce qu'elle fait elle quand elle veut apaiser la situation. Elle gratouille, elle fait semblant de farfouiller au sol, elle ébouffériffe un petit peu ses plumes, comme toi tu passerais ta main dans tes cheveux. C'est un geste accessoire, ça prouve que le moment n'est pas à l'affrontement, mais plutôt à l'apaisement. Ça sert à quoi les coquilles d'huîtres là qu'on voit par terre? Alors, les coquilles d'huîtres, c'est des huîtres de consommation humaine qu'ensuite on répand comme ça sur le parcours, puisqu'elles finissent par s'effriter, érodées par le temps, et donc elles fournissent des oligo-éléments et au sol et aux animaux qui viendraient s'en alimenter. Et effectivement, les grues sont rognées, c'est-à-dire qu'on enlève quelques rémiges pour qu'elles ne puissent pas, si l'envie leur en prenait, s'envoler trop loin. Cela dit, ces plumes repoussent et il faut les recouper régulièrement. Tu vas voir, la femelle, elle en a quelques-unes plus longues et si elle veut, elle s'en va. Heureusement, ces grues sont acclimatées, elles vivent ici et elles en bougent pas. Mais ça arrive d'en retrouver une au milieu des moutons ou un peu en bas du champ. Et du coup, on a des voisins bienveillants qui parfois aperçoivent une grue trop près de la route et nous préviennent. Regarde les poulets, qui s'y sont pas trompés. Ils préfèrent manger des petits granulés au poisson que leur blé. Et donc, ils sont tout de suite rentrés chez les grues et les canards. Ouais, alors les voisins immédiats de ces grues royales, ce sont les... Ah oui, donc là, il y a le mâle qui est curieux, qui est juste devant nous. Là. En fait, là, on a un peu bouché le passage. Il faut savoir qu'un animal, il est codé, il a des habitudes, comme nous, on se lève, on va à la machine à café ou on boit un verre d'eau. La grue, c'est pareil, c'est-à-dire quand elle sort de l'enclos, elle a un rituel, c'est-à-dire elle passe, elle regarde un peu ce qui s'est passé. S'il y a 3 grains à grappiller, elle les grappille, elle peut aller boire un petit coup d'eau, et puis ensuite, elles vont sauter par-dessus le fil électrique, qu'elles savent très bien éviter. Et ensuite, elles prennent leur vie libre, donc elles vont se balader le long des haies, le même comportement un petit peu que les gauloises, mais un peu plus lié à la prairie. Elles vont aller chercher les gros insectes. Donc nous, la grue, elle est quand même assez pratique dans la régulation du frelon asiatique. Donc comme ici, on a une grande ruche dans le grenier, on est content que les grues sachent s'attaquer à ces gros hyménoptères. Et elles peuvent aussi s'attaquer aux criquets, elles peuvent s'attaquer aux punaises. Elles savent manger aussi, il y a un papillon qui est ici un prédateur des palmiers, donc elles savent l'attraper au vol. Et donc elles ont ce comportement insectivore majeur, je dirais. Et ça, c'est pour chercher de la protéine animale, tout simplement. Là, on les voit grappiller quelques graines. Et puis ensuite, elles vont se mettre en route tranquillement de la prairie. On voit qu'elles sont très soudées. Les grues, elles sont monogames, elles sont fidèles à vie, jusqu'à la mort d'un compagnon, enfin d'un des deux, si jamais par accident. Et là, elles sauront se mettre en couple avec un autre compagnon. Mais elles vont privilégier la fidélité telle qu'on l'entend. Les chercheurs ont prouvé que quand même les oiseaux considérés comme les plus fidèles, à savoir les albatros, les grues ou certains perroquets, en fait, savaient faire preuve d'infidélité occasionnelle, histoire d'optimiser le brassage génétique, encore une fois. Comme ces coquines de mésanges, au passage. Je ne sais plus quel pourcentage, mais il me semble qu'il y a 20 à 30% des nichés qui sont pas élevés par leur père. Oui, je pense que l'oiseau, il sait faire le distinguo entre la stabilité relationnelle et sécuritaire qu'apporte un couple stable et le brassage des gènes qui incite à aller voir plus loin, occasionnellement, mais sans forcément créer un lien durable. Interesting. Ah, tu vois, ça c'est un moment de tension. Elle dresse le cou, elle dit « Mais quoi, vous êtes là, vous, je vous avais oublié ?» Et là, elle trouve un peu des petits microgranulés à chercher. Après, elle est maline, elle s'approche petit à petit de nous et peut-être qu'à un moment, on va se recevoir un coup d'aile, c'est pas impossible. Mais bon, on est prêt, ça reste pas un oiseau dangereux, évidemment. Il y a une hiérarchie qui se met en place. La grue, les paons, les poules, les chiens, etc. Les animaux se tolèrent. Il y a un équilibre interspécifique qui se met en place, même si j'aime pas ce mot d'équilibre, mais en tout cas une recherche de paix relative. Pardon, pourquoi t'aimes pas le mot équilibre ?
J'aime pas le mot équilibre parce qu'il est complètement relatif et le mot d'équilibre, ça induit une stabilité dans le temps, dans les choses qui est en fait un peu illusoire. La recherche d'équilibre, on peut en parler, on peut chercher la recherche de compromis, on peut parler de recherche de compromis, mais c'est difficile de parler d'équilibre, même si évidemment il y a un équilibre sociétal qui fait corps ici dans un élevage interspécifique. Moi j'aime bien le mot d'équilibre dynamique, qui montre bien que ça change et que ça fluctue quand même. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler d'équilibre ? Ah oui, c'est presque un oxymore. D'équilibre et de déséquilibre mêlés et de recherche de stabilité. Mais en fait, souvent, je me rappelle d'Antoine de Maximi qui disait c'est au moment où dans un voyage tout se passe bien qu'il faut le plus se méfier. Oui, c'est la loi de Murphy. Oui, c'est la loi de Murphy où en fait le calme peut cacher des tensions sous-jacentes qui vont finir par émerger. Donc tu vois, il y a quelques jours, je passais des super journées avec mes animaux, puis tout d'un coup, il y en a un qui meurt, tout d'un coup, il y a un acte de prédation en plein jour qui surprend et qui tend tout le monde. Là, je vois que Mansa a avalé un grain de maïs de travers. Donc voilà, il faut toujours être sur le qui-vive sans pour autant se ronger les sangs. Il faut être prêt à ce que le vivant périclite parce que la mort fait partie du jeu, la prédation fait partie du jeu. Et ici, on vit pas du tout coupé de l'environnement. Au contraire, on essaie de faire corps avec lui. Allez les gars, c'est le moment de prendre votre envol. Voilà. En fait, ils sentent qu'il y a quelque chose de nouveau et ils se disent... Ils sentent qu'il y a quelque chose de nouveau parce qu'il y a un micro, il y a une personne qu'ils connaissent pas et ils se demandent un peu qu'est-ce qui regarde là, la femelle va prendre son envol. Elle a, si tu regardes bien ses coudes, ils ont été sortis des plumes du dos. Donc là elle est prête à déployer ses ailes. Et là comme elle voit le mâle qui hésite alors que lui c'est vraiment le plus aguerri, elle a tendance à le suivre. Elle se dit oula mais attends, c'est peut-être pas le bon jour pour sortir. Mais si c'est pas maintenant, ils sortiront un peu plus tard. Ils hésitent. Elle était à 2 doigts de s'envoler. Hein. Et là, regarde, lui, il a re-rangé ses ailes et elle va pas tarder à le faire. Regarde, là, elle va ébouriffer son plumage et hop, regarde, l'aile est repassée sous les plumes du dos. Ça veut dire, bon, du coup, je vais pas décoller tout de suite. En fait, il y a toute une lecture comportementale à faire. Évidemment, on a désappris la coexistence avec beaucoup d'espèces. Que ce soit l'ours, le loup, mais aussi les grands oiseaux. On a tout intérêt à réapprendre cette éthologie, donc cette étude du comportement, et à être attentif à nouveau à l'altérité pour mieux cohabiter avec elle. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres. En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, aux éditions de l'Atelier, et Nomen, les origines des noms des espèces, aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.